Voici plusieurs années que le mouvement politique qui prend les coups les plus violents en Côte d'Ivoire est devenu Génération et Peuple Solidaire, né le 26 juillet 2019 sous la houlette de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, notre ami, notre frère, notre leader de Côte d'Ivoire. GPS a tout connu. Le 23 décembre 2019, le président Guillaume Soro voulait rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a sorti l'armée et a fait tabasser nos camarades. Il en a jeté des poignées entières en prison, inventant au passage un coup d'État imaginaire qui est l'un des plus fictifs de l'histoire de l'invention des coups d'État. Alassane Ouattara a jeté à cette occasion plusieurs proches du président Guillaume Kibafori Soro en prison. Il a arraché les résidences du président Guillaume Soro. Il lui a fait arracher ses avoirs financiers à l'étranger. Il l'a fait traquer. Plusieurs fois, il a tenté de le kidnapper. Le président Guillaume Soro est un survivant des manœuvres sordides et criminelles de la Ouattari. Bon. Dans toute cette affaire, quand Alassane Ouattara s'acharnait contre Guillaume Soro et ses compagnons de façon presque exclusive, on entendait le commentaire suivant dans presque toutes les chaumières de Côte d'Ivoire. C'est bien fait pour Guillaume Soro. Il n'avait qu'à ne pas s'associer avec lui en 2002 pour porter le glaive contre la mère patrie. Il n'avait qu'à ne pas le soutenir en 2010 pour prendre le pouvoir après l'élection présidentielle controversée. Voilà ce que nous avons entendu de plusieurs bouches. Bien sûr, les mêmes ne sont pas capables d'analyser les erreurs de leurs leaders politiques respectifs. Ceux du PDC-RDA en sont venus à oublier que le président Bédié et le PDC-RDA étaient des alliés de Ouattara pour prendre le pouvoir en 2010 et que le président Bédié a appelé à voter pour Ouattara. J'ai l'impression qu'il y a des gens au PDC qui ont oublié cela et qu'il a reconnu Alassane Ouattara comme élu avant même que le Conseil constitutionnel ne l'ait reconnu. Et s'est joint à lui à l'hôtel du Golfe pour l'accompagner vers la prise du pouvoir, ce qui fut fait en mai 2011. Beaucoup ont oublié cela. Et il est même presque difficile de rappeler aux militants du PDC-RDA qu'au mois de février 2010, le PDC-RDA et l'ensemble des forces de l'opposition signaient une déclaration demandant de renverser Laurent Gbagbo. Je dis bien février 2010. Je suis un historien politique de la Côte d'Ivoire contemporaine. En février 2010, lorsque le président Gbagbo dissout la commission électorale indépendante, parce que Mambé Begré était soupçonné d'avoir tripatouillé les listes. Lorsque le président Gbagbo dissout également d'ailleurs le gouvernement et demande à Guillaume Soro de former un nouveau gouvernement, en le reconduisant comme Premier ministre, les partis de l'opposition d'alors, la coalition du RHDP d'alors, c'est-à-dire le RDR, le PDCI, MFA, ils se réunissent et ils font une déclaration demandant aux forces nouvelles de Guillaume Soro de se joindre à l'opposition et au peuple de Côte d'Ivoire pour renverser Laurent Gbagbo. La déclaration existe, hein. Elle était signée par le secrétaire général à l'époque du RHDP, le regroupement unifié. Il s'appelait le professeur Alphonse Djedje Madi. Il est là à Abidjan. Donc les gens ont oublié que le pouvoir Ouattara a été rendu possible par plusieurs contributions des principales familles politiques ivoiriennes. D'abord le PDCI. Si Ouattara est en politique en Côte d'Ivoire, c'est parce que le président Houphouët-Boigny l'a nommé un jour Premier ministre. Où est-ce qu'il est allé chercher cet individu? Il faudra toujours qu'un jour, on se demande comment un tel type, inconnu au personnel politique de la Côte d'Ivoire, a pu être parachuté à la tête du gouvernement ivoirien. Qu'est-ce qui est arrivé aux Ivoiriens d'accepter que quelqu'un qui n'est pas né en Côte d'Ivoire, que quelqu'un qui n'a pas fait ses études primaires, ses études secondaires, ses études supérieures en Côte d'Ivoire, que quelqu'un qui est inconnu au bataillon de sa génération en Côte d'Ivoire, des gens de son âge, que ce type débarque en 1989-90 et prenne la tête du gouvernement. Alors qu'on a les archives de 1980-82, où il est voltaïque et où il vient même acheter des immeubles en Côte d'Ivoire comme voltaïque. Comment le PDCI et le président Houphouët-Boigny ont-ils parachuté ce vassal de la France-Afrique
à la tête du gouvernement. Il y a des gens qui ne veulent plus en parler aujourd'hui. Pourtant, tout a commencé là-bas. Dans mon pays natal, le Cameroun, il y a un proverbe qui dit Ubenge bang homa mur en kwel, tole homa mur en quoi. Benge homa mur en sendi. Au lieu de regarder l'endroit où quelqu'un tombe, il faut plutôt regarder l'endroit où il a glissé, où il a trébuché. C'est là-bas que tu vas comprendre les raisons pour lesquelles il est tombé comme il est tombé. Ubenge bang homa mur en quoi. Benge homa mur en sendi. Ne regarde pas là où l'homme est tombé. Regarde l'endroit où il a trébuché, où il a glissé. Mais la Côte d'Ivoire a glissé où? Avec Ouattara. Mais c'est en 1989. Beaucoup des Ivoiriens qui me regardent actuellement là n'étaient même pas nés. Beaucoup de ceux qui me regardent actuellement là, les jeunes là, n'étaient pas nés. Quand la Côte d'Ivoire glissa, ce type se retrouva à la tête du gouvernement ivoirien et commença à manipuler gravement ce pays. Ça n'a pas empêché qu'en 1995, une alliance dite du Front républicain soit passée entre le parti qui soutenait Ouattara, le RDR, de Denis Kobina, et le parti du président Laurent Gbagbo, qui était alors secrétaire général. Ils étaient alliés face au régime de Bédié, du PDC-RDA. Certains ne veulent même plus étudier cette partie de l'histoire. Que faisait à l'époque le FPI avec le RDR, en sachant bien que Ouattara, là, on sait qu'il a été parachuté. Ce n'est pas fini. Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire s'il n'y avait pas eu la rébellion de 2002 qui a permis de forcer la main au président Gbagbo afin, pour réunifier le pays pleinement, eh bien, de faire des concessions. Guillaume Soro l'a reconnu. Il a fait la rébellion de 2002 pour Alassane Ouattara et pour lui permettre d'être réadmis dans la classe politique. Voilà sa contribution pour Ouattara. Mais elle n'est pas différente de celle de Houphouët-Boigny. Hein. Elle n'est pas différente de celle de Laurent Gbagbo. Hein. Chacun a contribué pour que Ouattara soit là. Mais c'est pas fini. En 2005, une nouvelle alliance est signée le 18 mai 2005 à Paris entre le PDCI et le RDR. C'est la création du RHDP, Parti unifié. Et puis, dans la même période, le président Laurent Gbagbo prend sa plume et il signe un décret décisif pour la carrière de Ouattara. Après les accords de Pretoria, sous la médiation du président Thabo Mbeki, le président Laurent Gbagbo prend un décret et il autorise Alassane Dramane Ouattara à participer à l'élection présidentielle. Alors que, sur la base de la constitution de 2000, Alassane Ouattara avait été exclu de l'éligibilité à cette candidature. Donc, qui a fait d'Alassane Dramane Ouattara un candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire? La rébellion de 2002 de Guillaume Soro, ça c'est sûr, et le décret du président Laurent Gbagbo. Non, Alassane Ouattara que vous voyez là, il n'aurait jamais été président si Laurent Gbagbo n'avait pas signé le décret. Si le président Laurent Gbagbo n'avait pas signé en 2005 le décret autorisant Alassane Ouattara à être candidat, il n'aurait pas été candidat. Il ne l'était pas depuis 2000. Malgré toutes les crises qu'il infligeait à la Côte d'Ivoire, il ne l'était pas. Donc, enfin, je me résume en disant que le président Guillaume Soro a des responsabilités dans le fait qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Mais il faut que vous soyez de mauvaise foi pour dire que le président Gbagbo n'en a pas. Pour dire que le président Bédié n'en a pas. Pour dire que le président Houphouët-Boigny n'en a pas. Il vous faut être d'une mauvaise foi abyssale pour dire que l'essentiel de la classe politique ivoirienne n'est pas co-responsable de la présence de Ouattara au centre du jeu. Bientôt, les Mabri Touakes vont dire c'était pas moi. Les Marcela Montano vont aussi dire c'était pas moi. Moi, j'ai rien fait. Ce pays-là, le ponce-pilatisme qui prospère encore dans la classe politique ivoirienne, il a quelque chose de démoniaque. Qui n'a pas fait quelque chose pour que Ouattara soit là? Alors maintenant, quand Alassane Ouattara a concentré sa violence sur Guillaume Soro, des gens qui ont pourtant contribué à faire Ouattara, comme Guillaume Soro a contribué, on dit c'est bien fait pour Guillaume Soro, il a eu sa dose. C'est bien fait pour lui. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Alassane Dramane Ouattara, ce qu'il fait à Guillaume Soro, il va refaire ça à tous les Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper à ça, parce qu'Alassane Ouattara a prévu d'être président à vie de la Côte d'Ivoire. Or, pour être président à vie de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse la sienne.
Alors, je vous le dis ce soir. Alassane Dramane Ouattara, que vous voyez là, il veut interdire le PPACI, comme il a, soi-disant, il veut déclarer que le PPACI est dissous. Est-ce que vous savez ça? Vous avez vu comment il a déclaré que la FECI est dissoute, non? Après avoir organisé un assassinat maquillé à l'intérieur de la FECI. Vous avez vu, non? La méthode que vous voyez là, qu'il a utilisée contre la FECI, c'est cette méthode qu'il veut utiliser contre le PPACI. Et c'est cette méthode qu'il a utilisée contre GPS. Il a accusé GPS de coup d'État. Quand il accusait GPS de coup d'État, ça amusait des gens au PDCI. Ça amusait les gens au FPI. Ça a même amusé les gens, certains de mes frères, mes camarades au PPAC. Ils ont dit, ah, c'est entre vous. Ouattara et Soro, de toutes les façons, c'est des putschistes, ils n'ont qu'à s'arranger entre eux. Ce que les gens n'ont pas vu, c'est que cette méthode-là, les accusations de coup d'État fictif, va être utilisée contre tout le monde. Alassane Ouattara va utiliser ça systématiquement contre tout le monde. Il va chercher à arrêter tous les cadres du PPACI. Alassane Ouattara, que vous voyez là, cherche à arrêter encore le président Laurent Gbagbo. Il prépare des accusations fantasmagoriques de coup d'État contre le président Gbagbo. Alassane Ouattara est en train de préparer ça. Le président Gbagbo ne prépare aucun coup d'État. Alassane Ouattara va fabriquer un coup d'État pour lui. Mais vous n'avez pas vu l'élève d'Alassane Ouattara, Patrice Talon? Talon fabrique un coup d'État pour quelqu'un. Même la personne est étonnée. Il prend des véhicules, il fabrique des véhicules remplis, je sais pas, de milliards, etc. Il dit, c'est toi qui avais ça. Et puis, toi, on ferme ta bouche, tu peux même pas parler. On t'accuse, mais tu n'as pas la parole. Alassane Ouattara, que vous voyez, a commencé donc à arrêter les proches collaborateurs du président Gbagbo. Il a commencé par un secrétaire général adjoint. Il a commencé par un... Je crois que le ministre Charles Rodel est plutôt secrétaire général adjoint ou vice-président. Il a commencé par arrêter. Il va continuer. Vous avez vu comment il s'est comporté avec nos camarades. Il a mis la main sur le professeur El Hadj Mamadou Traoré, en prison. Il a mis la main sur le colonel à la retraite, l'honorable Kando Soumaoro, en prison. Alassane Ouattara, il fait ses courses dans tous les partis politiques ivoiriens dans le but de réduire la Côte d'Ivoire au silence. Et cette stratégie de l'encerclement de l'opposition, cette stratégie de l'encapsulement de l'opposition, elle se fait tellement lentement que certaines personnes dans l'opposition ne se croient pas concernées. Je vois par exemple l'attitude du regroupement de l'opposition qui allait à Mossoul avec l'ancienne première dame, Madame Simone Gbagbo. Mais Alassane Ouattara attend que vous atteigniez un certain seuil. Dès que vous allez traverser ces lignes rouges, à lui, il va venir vous arrêter pour vous amener en prison. Il n'y a aucune force politique qui soit à l'abri dans la situation actuelle en Côte d'Ivoire des arrestations de Ouattara. Aucune force politique n'est à l'abri des accusations fantasmagoriques de coup d'État de Ouattara. Alassane Ouattara procède l'une après l'autre. Il sait qu'il continue à maintenir le président Guillaume Soro en exil en Afrique de l'Ouest. Il continue à arrêter de temps en temps ceux de nos camarades qui risquent d'être, selon lui, un ferment de conscientisation. Vous savez, les éléments d'Alassane Ouattara dorment littéralement avec leurs armes à la porte de la maison du vice-président de GPS, Soul Toussoul. Soul Toussoul est de facto dans une situation de résidence surveillée à Abidjan. Ça, il fait ça avec GPS, il traque la direction de notre mouvement, il la menace en permanence de coups et blessures et il arrête. Quand il fait ça, il y a des gens que ça amuse. Il a commencé avec le PPACI. Il va continuer à arrêter des responsables du PPACI dans les prochains jours. Et il va accuser le PPACI de coup d'État. Parce qu'Alassane Ouattara, que vous voyez là, il est prêt à remettre la main sur le président Gbagbo pour l'amener en prison. Alassane Ouattara est quelqu'un qui ne recule devant rien quand il s'agit de confisquer le pouvoir d'État. Et il l'a montré. Et quant au PDCRDA, du moment que Tidiane Thiam fait profil bas face à lui, il va attendre le meilleur moment pour lui porter les stockades. S'il se rend compte que définitivement, les patrons de la France-Afrique veulent lui imposer Tidiane Thiam, mais il va l'arrêter, il va l'accuser de coup d'État. Tidiane Thiam pense qu'il est un banquier, hein, lui il n'a pas de serpent dans son pantalon, il est propre. Non, Alassane Ouattara a pu accuser le président Bédié, un homme de plus de 80 ans, il l'a accusé de coup d'État. C'était pas sous vos yeux. Il n'a pas tenté même de l'arrêter. Il a envoyé des hommes en armes dans la maison, jusque dans la chambre du président Bédié, en 2020, Alassane Ouattara. Donc c'est pas l'homme, je sais pas, cinquantenaire,
même pas soixantenaire, Tidiane Thiam, qui sera difficile à agresser par les nervistes de Ouattara. Je voudrais attirer son attention dessus. Il pense qu'il est le plus malin, il est le plus lisse, il est le plus modéré, il est le plus conciliant. Alassane Ouattara déteste même ceux qui donnent l'impression d'être plus malins. Alassane Ouattara a beaucoup de respect pour ceux qui lui disent non en face. Quand tu lui dis non en face, bon, toi, il te met dans la liste de ceux qui doivent aller au cimetière. Là, au moins, il a confiance. Il te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mais toi, qui ne lui dis pas non en face, alors qu'il a des fax sur ce que tu dis à gauche et à droite, il a des fax sur tes relations avec des décideurs en France, en Suisse, aux États-Unis, et sur ta prétention à pouvoir le dribbler et passer. Mais Alassane Ouattara, quand il va t'appuyer le coup, toi-même tu seras étonné. Tu seras trop étonné. Alors qu'en réalité, il a prévu ça depuis. Bon. Donc, le PDC-RDA version Thiam, que j'appelle la Thiamerie, croit être à l'abri de tout cela. Parce que lui, il n'a pas de serpent dans son pantalon, mais il sera écrasé. Ça, ils seront les derniers à être écrasés puisqu'ils se sont déjà couchés. D'accord? Mais pour le moment, Alassane Draman Ouattara est là, en train de voir comment il peut affaiblir le PPACI. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous qui résistons contre la dictature de Ouattara, nous continuons à retarder le moment de fédérer nos énergies. Et aujourd'hui, il y a deux principales forces de résistance. Et toutes les forces qui leur sont alliées gravitent autour d'elles. Mais ce sont le PPACI du président Laurent Gbagbo et GPS du président Guillaume Soro qui sont les deux forces de résistance face à Ouattara. Et si nous ne ratons pas la mobilisation de nos structures, de nos militants, de nos bases, pour opposer à Ouattara un rapport de force suffisamment puissant du nord au sud et de l'est à l'ouest, Ouattara va démanteler l'opposition paquet par paquet. Oh, et Thiam est soixantenaire, me rappelle Jean-Paul Conway. Oui, je crois que oui, il est tout à fait parfaitement soixantenaire. Mais en tout cas, à son âge là, Alassane Ouattara s'en fout. Il a été capable de vouloir arrêter un homme de 80 ans. C'est pas Thiam qui ne peut pas vouloir humilier. Et Alassane Ouattara guette le meilleur moment pour humilier Thiam. Thiam pense qu'il est à l'abri de ça, mais Alassane Ouattara ne respecte rien ni personne. Il n'a de peur que pour les néocolons français et les impérialistes occidentaux. Pour lui, un nègre ne peut lui être qu'inférieur. Il se considère comme le plus grand des nègres. I think I would have been an emperor. Je pensais que moi, il a dit ça à une journaliste que lui, à la base, il aurait voulu être empereur. Donc en fait, il ne se sent soumis qu'aux néocolons français, aux impérialistes occidentaux. Là, ils se disent, eux, ils sont au-dessus de moi. Mais enfin, lui en Afrique, Alassane Ouattara, il se prend pour le chef de tout le monde. Donc si Thiam pense être malin et le contourner et donner l'impression, bien sûr, de se démarquer de l'opposition, qu'il n'oublie pas qu'Alassane Ouattara a son agenda. Il sait à quel moment il va lui mettre la main dessus. Donc, l'opposition de résistance, véritable aujourd'hui en Côte d'Ivoire, rassemblée autour de Génération et Peuple Solidaire et du PPACI, a le devoir de construire une véritable plateforme de résistance. D'art. Il ne faut pas que cette fin d'année nous trouve encore en état de désorganisation. Nous devons, en Côte d'Ivoire, resserrer nos rangs. Nous devons nous donner des objectifs certes modestes, mais courageux, pour qu'Alassane Ouattara sache qu'il ne peut pas tout faire dans ce pays. Le peuple de Côte d'Ivoire doit pouvoir sortir par millions, mais du nord au sud, en passant par le centre, l'est et l'ouest, pour dire à Alassane Ouattara, le pays ne t'appartient pas. On peut tromper une partie du peuple tout le temps, ou une partie du temps, tout le peuple. Mais on ne peut pas tromper, disait Abraham Lincoln, tout le peuple tout le temps. Le dernier kata de Ouattara a eu lieu. Maintenant, le peuple de Côte d'Ivoire doit reprendre ses droits comme partout ailleurs, les peuples africains doivent reprendre leurs droits contre la dictature. Mon message est donc à nos camarades du PPACI, à son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, que je salue, et que je remercie encore pour la sollicitude dont il a fait preuve, comme le leader de notre mouvement, le président Guillaume Kibafori Soro, à mon égard, dans la période difficile que je traverse sous la persécution du néocolonialisme français. Mais je voudrais leur dire, à son Excellence le président Laurent Gbagbo, à son Excellence l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, le président Guillaume Soro,
que le peuple de Côte d'Ivoire n'en peut plus. Il faut qu'avec le président Gbagbo, nous offrions une véritable alternative de lutte au peuple ivoirien. Les humiliations s'accumulent. Le peuple est saoulé d'humiliation. Le peuple ivoirien est foulé plus bas que terre. Regardez la cadence des expropriations. Regardez les humiliations que subissent les populations villageoises. Regardez les spoliations dans les entreprises. Regardez l'accaparement des régies financières, l'accaparement du port, l'accaparement de la zone de l'Homo Nord. Regardez comment le pays est dépecé. Il est urgent que les deux principales forces de l'opposition véritable, qui sont le PPACI et GPS, offrent un cadre de lutte et d'espérance au peuple ivoirien. Il est temps. Et pour ma part, je mettrai ma modeste intelligence au service de ce projet de combat en commun. Alassane Ouattara doit reculer et comme vous le savez, il ne respecte que les rapports de force. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.